Vous êtes 3, il y a 2 micros, et en plus j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis super énervé. Pourquoi je suis énervé? Alors ça tombe sur vous, pas de bol. Pourquoi je suis énervé? Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 15 ans, ouais, c'est storytelling, hein. Non, c'est pas la grand-mère. Il y a 15 ans, il y a un secteur d'activité qui est en Europe était leader dans le monde. Ils avaient tout, ils avaient les meilleurs produits, les meilleurs process, les meilleurs ingénieurs. Ils étaient leaders. 15 ans après, ils sont en train de se faire balayer. Ce qui les a peut-être empêchés de voir le boulet arriver, c'est je vais dire gentiment, un petit peu d'arrogance et probablement un manque de vision. Ce secteur d'activité, c'est l'automobile. On voit la crise qu'ils sont en train de traverser et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'aéro aujourd'hui. Et ce qui me rend en colère, c'est l'appréhension qu'il arrive la même chose à ce secteur d'activité qui aujourd'hui est leader pour l'Europe, avec pareil, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs produits, mais peut-être des systèmes de production qui sont déjà dépassés par certains concurrents, mais avec derrière l'idée que le principal concurrent de cette aéro européenne, c'est pas la Chine, c'est pas les Brésiliens, c'est pas les Américains, c'est eux-mêmes. Alors, il va falloir me calmer, parce que Dieu merci, je sais ce que vous êtes en train de faire, et ce que j'ai envie qu'on arrive à faire à travers ce tour de table et ce partage d'expérience, et que vous montriez que vous n'avez pas attendu 2025 pour vous lancer, et donner un peu d'espoir à ceux qui ont envie de relever le flambeau. Donc j'ai autour de la table le plaisir de recevoir William, Nicolas et Emmanuel. Peut-être on va commencer par vous présenter. Alors faut jamais se mettre à un bout de table. Donc on va commencer par toi, Emmanuel. Si tu veux bien prendre le micro et nous expliquer qui tu es et où tu travailles et ce que tu fais. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Moi je travaille chez Aubert & Duval depuis 6 ans maintenant. Donc Aubert & Duval, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un industriel français qui est un forgeron qui conçoit, fabrique des pièces en super alliage, en acier, en titane, en alu. Donc fait des pièces forgées, matricées et laminées pour les secteurs de l'aéronautique, de la défense et du spatial principalement. Voilà, donc moi mon rôle chez Aubert & Duval, c'est d'accompagner, de définir, d'accompagner, d'exécuter donc la transformation digitale et robotique du groupe. Et pas la particularité, je dirais que j'ai, c'est que j'ai passé d'abord 21 ans dans le secteur du semi-conducteur, donc dans un environnement professionnel ultra digitalisé, ultra 4.0. Donc autant dire que j'ai fait un gros bond en arrière quand je suis arrivé dans la métallurgie. Il y a 15 à 20 ans d'écart de maturité, je pense, entre les deux industries. Mais ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir aussi une cible, même si elle n'est pas complètement transposable, mais de se dire que c'est possible. C'est complètement possible et c'est là le challenge. Super, merci. William ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Donc moi je m'appelle William et j'anime la transformation au sein du groupe Sogeclair depuis bientôt 2 ans. Le groupe Sogeclair, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe familial, coté en bourse, 1200 personnes, 19 filiales, une grande variété d'activités. Pour moitié, on fait de l'ingénierie aéronautique, du calcul, du design, du stress. Et pour l'autre moitié, on fabrique des solutions autour de la simulation ferroviaire, routière, la fabrication d'aérostructures, la construction d'intérieurs d'avions, un peu partout où les grands donneurs d'ordre sont. Les objectifs qu'on poursuit au sein de l'équipe de transformation digitale, donc quelques membres sont présents là-bas, sont doubles. L'objectif premier, c'est d'aider les entités individuelles à mieux fonctionner. Mais le second objectif, c'est bien de créer des synergies à travers le groupe pour avoir des projets plus larges, plus étendus et remonter dans la chaîne de valeur. Je te remercie.
Bonjour, merci aussi de m'avoir invité. Ouais, même si tu as compris que tu pouvais te faire engueuler dans ce sens. Ouais, non, Donc je sais pas si au final tu vas me remercier à la fin, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être. Donc, voilà. Donc je suis Nicolas Boyer. Donc moi je suis le directeur général délégué du groupe Next Team et notamment en charge des opérations avec un background industriel, opération, achat. Voilà. Donc tout ce que tu dis sur le fait que l'aéronautique, donc pardon, j'ai pas précisé, et bien sûr dans l'industrie aéronautique depuis un certain nombre d'années, qui commence à se compter par décennies. Donc la course ou le parallèle avec l'automobile, effectivement, très vrai, très vécu, et voilà. Donc on voit qu'on progresse à leur rythme, mais j'espère qu'on va pas suivre le même chemin. Effectivement, il faut qu'on se mobilise tous pour éviter tout ça. Donc Next Team, je reviens. Next Team, donc on est un groupe industriel sous-traitant de l'aéronautique, fabricant de pièces mécaniques. Voilà, on est un groupe de 2200 personnes à peu près. Aujourd'hui, en forte croissance, avec une volonté très affichée de croissance, et sur 17 sites. Ce que je le précise parce que ça a aussi une complexité dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà ce stade où on en est. Et donc on est bien sûr des industriels, donc ce sera l'objet, mais des industriels, donc avec tous les avantages et les inconvénients, et c'est là où on se heurte effectivement. Tu parlais de la Chine, tu vas en parler, où on se heurte en fait avec notre ADN qui est plutôt procédurier, ROI, bon du premier coup. Et en général, ça ne matche pas bien avec le fait de se lancer, d'innover et de se planter et de recommencer. Ouais. Ma première question, Airbus devait sortir 800 avions cette année. Ils ont un carnet de commandes pris plein pour 10 ans. Je crois que les 800, je dis peut-être une bêtise, donc il faudra pas hésiter à me corriger. Je crois que la cible sera pas atteinte cette année. Et la montée en cadence va entraîner des croissances entre plus 30 à 50% de nombre d'unités à livrer. Comment on va faire ? Alors effectivement, tu regardes, t'as le micro, t'as pas de bol, t'as gardé le micro, alors du coup ça te tombe dessus. Comment on va faire ? On va les accompagner, on va se battre pour y arriver. C'est ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps. L'industrie aéronautique, effectivement, en forte croissance. Donc c'est en moyenne, c'est au moins 10% par an depuis 5 ans, et ça va continuer. On a l'habitude de dire que tous les 10-15 ans, la flotte ou le besoin d'avion double tous les 10-15-20 ans. Ça évolue un peu, mais en tout cas, c'est constant. Tous les 10 ans, on fait à peu près ce même constat. Donc, on a l'avantage d'être dans un milieu ou dans une industrie où on n'a pas de problème de commande. Mais on a des problèmes d'exécution, donc de goulot d'étranglement. Effectivement, on a plus ou moins de réussite. Airbus a effectivement communiqué sur les problèmes, on en a parlé ce matin, des problèmes techniques, mais également par voie de conséquence, je ne sais pas, effectivement sur une diminution de son objectif. Ils seront effectivement un peu en dessous de 800 d'après ce qu'ils viennent de communiquer. Comment on les accompagne ? En augmentant nos capacités, en étant plus réactifs. Le principal sujet à ça, aujourd'hui, que moi j'expérimente, je vois, en fait, on est sur le domaine de la ressource, mais en compétences, en moyens humains. On n'a pas forcément à ce stade-là de problématiques de capacité industrielle. On a des machines, on peut en trouver. Mais par contre, pour les faire tourner, pour les automatiser, pour être plus efficient, parce que s'accompagne effectivement la croissance, ça accompagne aussi une compétitivité mondiale qui est donc économique, qui est relancée de plus belle. Et donc voilà, on a une équation un peu compliquée. En France, on a du mal à trouver du monde. Et donc la digitalisation, l'automatisation, pour moi, est une clé clairement évidente et importante pour répondre à ça. Chez Sogeclair, comment vous anticipez tout ça ? Alors, je rejoins Nicolas au petit bémol près que nous, on voit moins la visibilité sur les commandes, et puis on parlera peut-être de la pression sur les prix aussi, ce qui n'aide pas à innover et à s'améliorer. Alors, pour se préparer à ça, en parallèle des activités de diversification qu'on fait pour dérisquer le reste, il y a effectivement l'objectif de lever nos freins internes. Et pour nous, le frein principal, c'est notre capacité à pouvoir capitaliser sur notre propre expérience. Il y a beaucoup de choses que l'on fait depuis des années. Sogeclair, ça existe depuis 60 ans. Et que l'on fait comme au premier jour. Quand vous faites un dossier de calcul de stress, le grand jeu du calcul de stress, c'est de pas faire le calcul de stress. C'est de dire, on a déjà travaillé sur ce sujet-là, et par équivalence, on a déjà la solution. Ça se trouve dans les fonctions transverses aussi, Lorsqu'on passe des mois, des semaines à faire un budget,
En général, en fait, les abacs ou l'expérience, elle se trouve dans les années précédentes et on sait que tel type de projet a tel niveau de marge ou tel niveau de risque. Ça se retrouve aussi chez nos clients. Lorsqu'on accompagne nos clients dans le traitement des non-conformités, qui est clé pour augmenter les cadences, et c'est ça qui bloque aujourd'hui chez un Dassault, eh bien, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est répondre aux questions d'aujourd'hui à partir de tout l'historique qu'on a d'auparavant et pas de recommencer le traitement de chaque heure de perçage comme si c'était la première fois qu'on voyait un trou ovalisé. Et le forgeron, il en pense quoi? Le forgeron, qu'est-ce qu'il en pense? Je vais, pour compléter ce qu'ont dit mes deux collègues, là, c'est, je dirais déjà l'application de la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation de l'aéronautique notamment est extrêmement lourde, complexe, donc il y a tout un volet documentaire qui est très conséquent. Donc il faut qu'on arrive à gagner en agilité, en efficacité pour l'application de cette réglementation, et notamment lorsqu'on a aussi des problèmes de non-qualité, comme tout industriel, ce sont des choses avec lesquelles on vit tous les jours. Donc pour régler et traiter cette non-qualité, évidemment, il faut être capable d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Mais je donnerai juste une illustration un petit peu différente encore, parce qu'on peut parler des contraintes de capacitaires, etc. Si je prends le cas d'Aubert & Duval, aujourd'hui, pour fabriquer une pièce, on va passer au travers de plusieurs usines d'Aubert & Duval, mais aussi d'un certain nombre d'usines de nos sous-traitants. Il y a un gros panel de sous-traitants, évidemment, dans le monde entier. Donc on a des cycles qui sont très allongés par les temps de transport, par l'exécution même. Et aujourd'hui, c'est pas du tout optimisé, ce sujet, clairement, chez nous. Mais à cela, vous venez rajouter tous les problèmes géopolitiques que l'on connaît. Et ça, je vais pas les lister, vous les connaissez tous aussi bien que moi. Donc ça vient complexifier. Et après, vous venez rajouter les aléas que l'un ou l'autre peut connaître, etc. Donc tout ceci, ça vient forcément engorger notre flux, ça vient perturber nos flux, ça vient allonger le temps de cycle de façon très, très considérable. Et là, typiquement, on est sur un sujet, bien sûr, sur lequel on aurait de quoi apporter énormément d'optimisation et pour lesquels, notamment, la data ou la digitalisation pourrait apporter des gains substantiels. Donc c'est juste un exemple aujourd'hui. Ce sujet, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, l'optimisation des flux, notamment à travers X usines dans le monde, sont pas nouveaux, mais ils deviennent d'autant plus conséquents avec les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réalité, et c'est une réalité avec laquelle on va devoir faire face encore certainement longtemps. C'est hyper intéressant. Quand on voit que Comac a déjà automatisé des pans entiers de l'assemblage, de l'inspection, avec des composantes IA, sur vos périmètres, est-ce que vous avez réussi déjà à automatiser au cours des 2 dernières années énormément de choses déjà sur la partie opération, et qu'est-ce qui selon vous devrait être encore plus automatisé, mais demain, pas en 2030, puisqu'encore une fois le temps court et il court vite. Qu'est-ce qui est déjà lancé et sur quoi il faut accélérer? Alors, je donnerai 2 illustrations, des choses déjà lancées. Je parlais à l'instant du traitement de la non-qualité. Aujourd'hui, c'était dit, hein, on a une croissance forte au niveau de l'aéronautique, et c'est tant mieux. Maintenant, quand on règle pas nos problèmes, forcément, on fait croître aussi la volumétrie de nos problèmes. C'est une lapalisse, mais c'est la réalité. Et donc, ça fait que les personnels qui travaillent sur la récupération, la réparation des pièces, ne travaillent pas sur la root cause des problèmes. Et donc, ce qui est important, et ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre en avant aussi pour les personnes qui ont un petit peu d'appréhension sur l'utilisation de la data ou de l'IA, ces outils modernes ne sont pas là pour remplacer les personnes, ne sont pas là pour réduire, en tout cas chez nous, c'est le cas, ne sont pas là pour effectivement réduire les effectifs, mais au contraire pour recentrer nos collaborateurs sur leur cœur de métier, sur là ils vont avoir la vraie valeur ajoutée en fait. Appliquer des procédures de récupération, ça n'a rien de passionnant, c'est nécessaire, mais ça n'a rien de passionnant, c'est répétitif. Donc c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on commence à mettre en place des routines, des algorithmes, de l'IA, pour nous aider à aller plus vite dans le traitement, de façon à pouvoir libérer du temps à ces personnes-là, pour qu'elles utilisent leur savoir-faire sur l'analyse des routes causes et vraiment sur l'identification des solutions pérennes à mettre en place pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Et le deuxième exemple que je donnerai, et qu'on a mis en place, ça a été mis en production au mois de juillet de cette année, donc c'est assez récent, et là je vais parler d'automatisation. On a un problème de savoir-faire, enfin de compétences, de recrutement de compétences et d'attractivité. Chez nous, c'est un certain nombre de tâches qui sont permanentes, récurrentes. On a du mal à recruter, on a beaucoup d'intérimaires parce que ces métiers ne sont pas attractifs. Je pense par exemple à du meulage. Vous imaginez, hein, quand vous prenez une meuleuse dans votre garage et vous meulez pendant 1 heure,
Je pense que vous en avez largement assez. Quand vous demandez à un opérateur de prendre une meuleuse qui fait 7-8 kilos et de meuler 8 heures sur son shift, c'est effectivement beaucoup plus pénible et compliqué. Donc on a mis en place, chez Aubert et Duval, un robot de meulage téléopéré. Vous mettez un robot, vous avez beaucoup de gens qui vont être affolés, qui vont dire on va nous piquer notre boulot, notre savoir-faire, etc. Là, c'est pas le cas. C'est un robot qui ne sait pas travailler tout seul. C'est un robot qui est téléopéré avec un système haptique à distance, avec un opérateur qui garde tout son savoir-faire. C'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui sait ce qu'il doit meuler, où, quand, comment. Par contre, il téléopère le robot, donc il est installé dans une cabine avec, tout en sécurité, et on a ôté tout l'aspect de pénibilité. Et là, ça rend le métier de suite beaucoup plus attractif. Et les candidats à ce poste-là se bousculent aujourd'hui. Donc ça change, ça transforme radicalement le métier et ça permet de redonner du pouvoir, de l'attractivité sur des métiers qui en perdaient. C'est amusant, j'ai eu l'occasion de discuter avec Naoum Bertin, qui est le CEO de Quantum Surgical. Il a créé des robots pour aider le chirurgien dans son geste. Et donc, le chirurgien ne tient plus le scalpel, mais il téléopère le robot qui tient le scalpel, et pour gagner en précision du geste. Donc on ne remplace pas le chirurgien, il n'y a pas de, mais on gagne en précision sur le geste, et donc le patient s'en sort beaucoup mieux et récupère beaucoup plus rapidement. Chez Sogeclair, comment ça se passe? Alors effectivement, je vais donner quelques exemples, mais avant je voudrais revenir sur les prérequis. Sur début 2024, on a fait une petite pause sur notre transformation, les expérimentations qui étaient en cours. Et on a un peu dézoomé. On avait un plan transfo qui était très axé outils. On a fait un pas en arrière. Et on a défini un nouveau plan centré sur 2 initiatives. La première consiste à remonter au niveau des processus, les harmoniser, se demander comment on veut travailler. Ensuite, les modéliser, de quelles données j'ai besoin pour pouvoir exécuter ce processus. Et enfin, aller vers les outils. Et pour soutenir cette première initiative, on a lancé une deuxième, qui est le déploiement d'un data lake qui vient héberger ce modèle. On l'appelle le Sogeclair Data Model parce que c'est pompeux, mais c'est vraiment une espèce une ontologie commune, notre manière de voir le monde. C'est bien ce modèle partagé qui permet ensuite de nourrir les nouveaux outils avec la bonne information, puis aussi de faire remonter les informations de tous les outils legacy que vous avez sûrement, vous aussi, au fin fond de vos usines et dont on hérite tous. Mon cher ERP maison, écrit dans un langage mort par un développeur qui n'existe plus. Par-dessus ce data lake, à l'été 2025, c'est assez récent, on a commencé à lancer des expérimentations autour de l'IA selon 2 axes. Le premier, c'est comprendre et exploiter la donnée déstructurée. C'est ce que je disais tout à l'heure. De la production, des documents PDF, des dossiers de calcul, des non-conformités, des notes, des machins, on en a plein partout. Ça dort au fond des placards. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions maintenant avec ça? Et on a un outil formidable, les modèles de langage, qui permettent de passer de la donnée déstructurée à la décision ou de structurer la donnée déstructurée selon le niveau de contrôle qu'on veut avoir sur la modélisation intermédiaire. Là-dessus, je donnais l'exemple des non-conformités tout à l'heure. On a entraîné un modèle visuel qui permet à partir d'une non-conformité au format PDF, Excel, toute moche remontée de chez Dassault, d'aller extraire les bonnes informations pour faire une recherche d'antécédents instantanée. On a utilisé cette même approche pour écrire un agent qui va aider, ça c'est pour nos activités de simulation, les développeurs à travailler sur des frameworks qui sont assez complexes. Le fait d'être capable de pouvoir les guider efficacement dans la documentation, c'est un plus et ça permet l'adoption de nos produits. Sur ce même data lake, en plus des données que vous imaginez, on a aussi la télémétrie machine qui remonte. Donc on commence à exploiter ces données-là pour faire de la maintenance prédictive. Être capable de croiser les OF, les données vibratoires en l'occurrence une machine de découpe jet d'eau, et les données tridimensionnelles pour pouvoir anticiper la déviation en fait par rapport au nominal. Donc sur ces 2 exemples-là, on a réussi à avoir sur des périmètres très restreints, sur des temps de développement qui se mesurent plutôt en mois. Donc on n'est pas à San Francisco avec des itérations en 2 semaines, mais on n'est pas non plus sur des choses en 2 ans, à avoir des premiers cas concrets qui justifient des investissements supplémentaires, des recrutements, sans trop passer par la case ROI, mais ça on en parlera peut-être après. On va en parler après, oui. Donc, côté Nexteam, donc deux grandes familles, on va dire, des sujets d'automatisation, de robotisation industrielle, un peu l'image de ce que tu disais, Manuel. Donc, des sujets on va dire, de simplification, de manutention, si je le caractérise un peu simplement, ou en tout cas d'alimentation de machines. Donc on facilite le process, on ne touche pas le process. Une autre sous-catégorie dans tout ça qui est là où on va toucher au process. Donc là, il y a un peu plus de complexité technique. Bon, là, on est des industriels, donc on aime bien tout ça. Donc là où on va remplacer le savoir-faire de l'homme par la machine, là, on se rend compte que les temps de développement, c'est un peu près pareil, mais par contre, c'est
plus long, surtout dans notre industrie aéronautique où c'est qualifié, révisé, machin, avec des specs qui sont quelquefois un peu anciennes. Bon, donc c'est une difficulté. Donc plutôt dans le milieu industriel, un peu à l'image aussi, tu disais que tu avais développé des robots de sciage, débarmage. On a fait la même chose nous, puisqu'on a des activités d'usinage, de fonderie et de sheet metal. Et sur la fonderie, effectivement, on a des carottes d'injection qui restent et qu'il faut qu'on vienne couper. On a développé des robots parce que très sensibles, enfin très exposés au RPS pour les salariés. Donc ça, c'est la première grande famille technique, on va dire. Et après, on a travaillé aussi sur les supports, en déployant des outils qui sont ici, c'est la séquence un peu pub, quoi. Donc avec des outils comme Oplit pour la charge capacité, des outils comme Fabric pour le pilotage et le management de nos ateliers, voilà, qui marchent très bien. Et puis voilà, la suite qui marche très bien. Donc voilà, ce qu'on a développé, on continue. Aujourd'hui, s'il fallait que je dise aux équipes, ben, vous avez quoi, ces outils-là, on va les retirer, c'est juste pas possible, quoi. Donc on opère vraiment avec. Mais j'ai le sentiment, et on en est là, nous, d'autres chemins, et on a un peu, on refait le lien là. Tu disais, toi, tu as commencé par le data lake. Ben nous, on a fait l'inverse. Sûrement je vais dire une bêtise, je ne sais pas si c'est une bêtise, en tout cas c'est notre chemin à nous, et aujourd'hui on en est là, et pour aller chercher la puissance de la data, je me rends compte maintenant, il faut qu'on interconnecte tous ces systèmes pour aller plus loin. Alors c'est hyper intéressant, on l'évoquait à la table précédente, avec Danone qui a fait le même chemin que vous, et qui à un moment se sont dit, en fait, maintenant on est bloqué parce qu'on n'a pas travaillé sur le data model, on n'a pas travaillé sur l'ontologie, on n'a pas travaillé sur toutes ces choses et la gouvernance qui a priori sont barbantes, sont pas les plus amusantes, mais qui sont indispensables pour scaler. Je crois dire qu'aujourd'hui tu es le plus avancé de vous trois, mais peut-être je connais pas moins bien Aubert & Duval, et peut-être que tu peux me contredire. Non, c'est d'accord. Justement, si on essaye de partir sur et aussi avec ton retour d'expérience, William, si aujourd'hui tu devais débarquer sur n'importe quelle entreprise industrielle, évidemment qui a un contexte à peu près moyen, et qu'on te demandait de redémarrer une transformation digitale de A à Z, quelle serait est-ce que tu ferais des choses un petit peu différemment? Par quoi tu commencerais et quels objectifs tu te fixerais? C'est difficile comme question, j'en ai conscience. Non, mais quand on arrive dans une entreprise pour participer à ces projets de transformation, on arrive dans un outil qui fonctionne déjà. Il y a beaucoup de choses qui marchent, et puis qui est assez occupé. Donc il faut réussir à faire sa place dans l'organisation, gagner sa légitimité. Au début, on est un peu l'excentrique là. Et donc dans le monde digital, on appelle ça identifier les champions. C'est les gens les early adopters qui vont venir pousser la solution. Et dans le cas de Sogeclair, ça a consisté à essayer de cartographier vraiment les gens qui avaient le plus mal et de comprendre comment les aider. On les trouve dans les métiers, on a beaucoup parlé des métiers, mais on les trouve aussi dans les fonctions transverses, il ne faut pas les oublier. Et de commencer à pousser ce qu'on a fait et qui a permis de gagner quelques points, des choses qui ont l'air triviales par rapport à ce que vous décrivez de robots, etc., mais l'automatisation du reporting. L'introduction du petit outil d'IA pour aider la personne qui galère en anglais, puis en fait qui va réussir à traduire ses emails comme ça, et d'accrocher comme ça des petites victoires qui permettent aux gens de se projeter dans un nouveau mode de fonctionnement, puis aussi libérer du temps qui idéalement est réinvesti dans cette réflexion collective, non pas au niveau des outils, mais au niveau des processus. Donc on a une initiative là qui a maintenant un peu plus d'un an, au sein de l'équipe de transformation digitale, on a créé une petite agence Power BI. Je dis Power BI parce qu'on est marié à Microsoft, et qui a visé à créer en fait du reporting automatisé. Et cette initiative-là, on est déjà en train de la refermer et de la remplacer par une communauté Power BI, puisqu'on voit que les entités recrutent directement des gens pour être autonomes sur la création de ce reporting par-dessus le Sogeclair Data Model. Et donc nous, on se transforme d'une agence de création de reporting à des gens qui viennent guider des utilisateurs qui comprennent le métier sur l'utilisation de la donnée qu'on met à leur disposition. Et ça, c'est quelque chose qui... c'est des clics irréversibles. Une fois que les gens ont automatisé leur reporting, ils reviendront pas à Excel. Et c'est la somme de ces petites victoires qui crée de la place pour des choses plus grosses. Donc je commencerai petit. Je sais pas si c'est une réponse acceptable. Alors c'est tout à fait acceptable, puisque tu as réussi à le faire, donc c'est que ça marche. Oui, enfin, c'est pas tout à fait terminé encore, pas fini, mais t'as initié. On a 10% des gens du groupe, on a 120 personnes ou 120 personnes utilisateurs actifs sur Power BI aujourd'hui. C'est ce qui commence à être très très bien. Mais ce matin, on échangeait avec Yannick Nyanga, et il disait que
une des choses les plus importantes, c'est la vision. C'est le plan, c'est où on veut aller, et pourquoi faire. La data, pourquoi faire. Est-ce que c'est des problématiques que vous êtes posées avant de vous lancer, ou au final, ça a été une somme de petites expériences qui font qu'à la fin, on se dit, bah tiens, mais au final, tout ça, on va en faire quoi? Donc, peut-être, Emmanuel? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on se l'est posé, et alors, j'amènerais peut-être une petite nuance par rapport à ça. Avoir là en vision le besoin, les différents cas d'usage que l'on veut adresser, bien sûr, il en faut, c'est indispensable. Mais il faut aussi prévoir qu'on les connaît pas tous encore, les cas d'usage. Et particulièrement dans un environnement qui engage une grosse transformation comme chez nous au BRI Duval, on part de loin. Donc on ne connaît pas tous les cas d'usage de demain quand on aura les outils à disposition, les data à disposition. Donc en fait, il est important de se dire comment j'organise mon infra, comment j'organise mes données, de façon à ce qu'elles puissent être accessibles pour mes besoins d'aujourd'hui, que j'ai déjà identifiés, de demain que je commence à pressentir, et pour ceux que je ne connais pas encore. Et ça, c'est vraiment important dans la façon d'imaginer les prérequis, d'imaginer toute l'infrastructure qu'on va vouloir mettre en place. Et pour toi, Nicolas? Donc, nous, Vision ou action? Les deux, mon capitaine. Les deux, pourquoi? Parce que on n'est pas des industriels de l'IT, enfin, je ne sais pas si on le dit comme ça d'ailleurs, mais on est des industriels de la mécanique, donc plutôt des choses physiques qu'on voit, qu'on transforme. Mais on a plutôt une stratégie, une vision de développement de notre activité. Mais on est convaincu, et c'est pour ça qu'on avance un peu à la mode agile, avec notre inertie. On est convaincu que la digitalisation, l'automatisation, c'est des réponses, à l'attractivité, au manque de compétences, de ressources que l'on peut avoir, 3, à la compétitivité mondiale. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais on a des ingénieurs merveilleux en France, on a des supports merveilleux, on est tous merveilleux, mais enfin la France coûte cher, quoi. Et on parlait de la Chine a un mindset qui est différent du nôtre, mais ils auront plus l'avantage de coûter moins cher. Et donc tout ça fait une alchimie que oui, la vision, on est convaincu que c'est ça, et donc on a besoin à la fois de faire de l'industrie, mais également à la fois de le compléter pour de l'attractivité, comme je l'ai dit, pour de la compétitivité, pour de l'efficacité quotidienne opérationnelle de faire ça. Et alors, je vais rebondir sur un point que tu as soulevé, qui sont les talents et les compétences. Tout le monde connaît le mur de compétences qui est déjà en train de s'effondrer chez les opérateurs ou même chez les experts production, manufacturing. Il y en a un autre qui est l'attraction des talents dans l'IT, dans les départements DSI, dans l'industrie. T'es un alien, hein, on va se le dire, William, dans le monde industriel. Je sais pas si tu dois le prendre bien ou mal, mais t'as un profil extrêmement atypique, de geek / nerd / excellente connaissance de cet aspect digitalisation. J'échange beaucoup avec de nombreux industriels. Tu as un profil, on va dire, très rare. Je sais pas, on peut dire licorne, mais mais aujourd'hui, quels sont donc je vais pas parler pour toi, je vais te laisser de côté sur cette conversation, mais pour vous deux, quelles sont vos relations avec les DSI? Comment vous arrivez à échanger avec eux? Comment vous arrivez à les emmener en dehors des problématiques de RP? Comment vous arrivez à les emmener et pas vous prendre à tu comprends, on peut pas faire parce qu'il y a la cyber, qui parfois est aussi une façon de dire je sais pas faire, j'ai pas envie, mais alors du coup je vais dire c'est la cyber. Évidemment je stresse le modèle, ils sont pas tous comme ça, mais est-ce que vous avez une relation privilégiée pour être capable d'embarquer comme ça vos équipes, et si je vous fous dans la merde, vous me faites un truc comme ça, j'arrête tout de suite. Non, on a de bonnes relations, je le dis d'autant plus parce que mon collègue est dans la salle. Non, au-delà de la plaisanterie. Clean d'un œil si t'es en danger, comme ça. Ouais, okay. Help. Non, pas du tout. Donc du coup, j'ai perdu le fil. Excusez. Comment t'as embarqué ta DSI, comment t'as créé ton duo avec ta DSI pour justement réussir à déployer ces projets
et pas te prendre tu comprends les cyber. Non, alors juste un pas de recul. Après, sur la DSI, on a la chance justement alors c'est une affaire de personne, de plutôt être aligné. On est plutôt en train, et c'est le cas aujourd'hui, de se challenger, de s'auto-alimenter. Ouais, ça, tu penses ça, comment on avance. Et ce que j'expose, je suis convaincu qu'il le partage pleinement. Donc comment on le fait? On y croit et on avance, et chacun à notre rythme. On a des points de rencontre et on est convaincu aussi qu'il faut qu'on aille plus vite, et que pour accélérer tout ça, on est à ce que tu as fait et il faut qu'on le fasse. Là, je voulais revenir tout à l'heure sur un point sur les compétences. On est en croissance, juste pour illustrer, donner des chiffres. On a besoin, dans la croissance, de recruter à peu près, dans les 3-4 ans qui viennent, 500 personnes en net. C'est à peu près le rythme dont donc on a net besoin. Des départs. Net des départs et des rentrées. Aujourd'hui, on a juste, ces dernières années, alors ça a peut-être évolué, mais enfin, en France, force est de constater qu'on a juste réussi à refueler les départs. Et avec en plus des compétences qui partent, des départs à la retraite. Donc on a, chez Nexteam, mais je pense que c'est le cas partout, on a un vrai challenge de recrutement. Quand je dis qu'on aura du mal à accompagner si on ne recrute pas, c'est ça. Ça illustre bien. Et pour y arriver, on a une possibilité d'en faire moins. Quand je dis en faire moins, c'est de trouver de la productivité, de la robotisation, et de faire mieux, et aussi de former plus vite. Et le former plus vite, on retombe là sur des outils digitaux, des outils, en fait, comment on fait pour avoir des supports de formation plus rapides des personnes qui vont arriver, parce qu'on a du mal à en trouver, mais en plus il faut qu'on les accompagne vite sur des métiers un peu techniques où on n'a pas forcément toute la documentation qui est écrite. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus, c'est un vrai challenge. Et après, il faut qu'on avec la DSI et les autres, on y croit. On est aujourd'hui à un point où on est on est en train d'écrire un plan de transformation où un des 4 piliers au-delà de la technique, c'est la digitalisation. Voilà. Et donc ça, on est en train de le construire. Et donc on en revient sur la vision. On en revient sur la vision. Donc un des 4 piliers chez Nexteam de la transformation industrielle des 5 ans qui viennent, c'est la digitalisation. Est-ce que ton DSI est dans la salle, Emmanuel? Non, c'est pour ça que je vais vous raconter plein de choses. Ah, super. Non, alors ça pour le coup c'est un vrai sujet, parce que juste pour la petite histoire, mon département 4.0 a été créé il y a donc à peu près 2 ans et demi, et à cette époque-là, il y avait une grande question au niveau de la nouvelle équipe dirigeante qui prenait les rênes de BRI Duval, c'était de se dire à qui on rattache le 4.0. L'une des options, c'était évidemment de rattacher le 4.0 à la DSI. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, je suis une organisation indépendante. Je reporte directement au COMEX. Et par contre, on a dû construire cette relation avec la DSI. C'est un peu comme une relation amoureuse, en fait, qui a eu ses hauts, ses bas. Et on a trouvé vraiment un mode de fonctionnement conjoint. Au départ, je me souviens d'une discussion avec le directeur de la DSI me disant « Bon, il faut qu'on fasse un RACI ». Je dis, t'es sûr que tu veux vraiment faire un RACI? Parce qu'en fait, la frontière, moi, aujourd'hui, je la connais pas et j'ai pas forcément envie de la connaître. Donc, on a convenu, et on n'a donc jamais écrit de RACI entre la DSI et 4.0. Et en fait, on a construit une relation vraiment de partenaire interne, mais de partenaire, et on travaille vraiment étroitement sur tous les sujets qui nous concernent. Et à chaque fois, la répartition des rôles se fait vraiment au cas par cas. Et dans cette phase de construction, de définition de la stratégie digitale, on a parcouru un certain nombre avec les équipes des forums, des séminaires à droite à gauche. On a quasiment à chaque fois, je dis bien quasiment à chaque fois, embarqué des collègues et des responsables de la DSI. Ils ont été vraiment partie prenante de cette phase de réflexion et de définition de la stratégie. Et donc ça a permis d'ancrer aussi ce partenariat, cette relation de partenaire. Et juste pour terminer cette illustration, début novembre, on a démarré une nouvelle organisation. Alors, c'est en fait la mise en commun de compétences de la DSI, de la direction technique et du 4.0 sur les sujets data et IA pour créer un pôle de compétences. En fait, les gens restent rattachés à leurs organisations respectives, mais ils travaillent ensemble avec leurs compétences respectives sur des sujets qu'on a définis dans cette stratégie digitale. Et du coup, on en vient beaucoup, et ça me plaît beaucoup, à parler d'humain. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Ma prochaine question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite?
Et je me dis qu'à un moment, l'accompagnement au changement est un sujet qui risque de tomber. Donc peut-être, William, toi aujourd'hui, pourquoi ça goulotte? Ça goulotte à cause du manque de disponibilité des sachants. Dans les premiers pas de l'équipe de transformation digitale, on a beaucoup internalisé les sujets. On s'est mis, parce qu'on n'avait pas la disponibilité des acheteurs, on a beaucoup travaillé sur les fonctions transverses ou des gens de la finance, et ben on a internalisé les sujets. Ça a ses limites. Une équipe de transformation digitale, bon, d'abord, c'est une équipe, à mon sens, dont l'existence est un peu temporaire, mais surtout, elle n'a pas vocation à absorber tous les savoir-faire d'une entreprise, surtout aussi diversifiée que celle de Sogeclair. Donc, à un moment ou à un autre, il faut trouver un mécanisme, on les appelle les référents domaines, qui permet d'aller chercher cette expertise-là chez ceux qui savent, et un mécanisme qui permet de faire rentrer l'expertise externe. Parce que si on tourne en vase clos, en fait, on va réinventer la roue, alors que la beauté du numérique, c'est qu'on peut être un peu n'importe où dans le peloton et hop, repasser en tête pour peu qu'on ait adopté les bonnes pratiques et la bonne technologie. On a plein de phrases à Sogeclair. Pendant les travaux, la vente continue, donc les gens sont très peu disponibles en fabrication en particulier. Et donc, il faut qu'on trouve des moyens de contournement pour pouvoir continuer à avancer. Et on le fait avec nos moyens et on trouve toujours des solutions. Parce que globalement, enfin pas globalement, tout le monde est de très bonne volonté, y compris et surtout la DSI aussi. Dans mon expérience, on a bénéficié, je reviens quand même là-dessus, on a profité du départ à la retraite du DSI pour changer les choses, mais on est passé d'une structure on-prem qui refusait le cloud à un data lake dans le cloud, un VPN entre nos systèmes on-prem et le cloud, et une grande ouverture d'esprit, parce qu'on a aussi coché plein de cases, on s'est appuyé sur des spécifications de l'ANSI qui font référence, qui permettent aussi de dérisquer un petit peu les choses, de voir qu'on adopte les bons actes réflexes sur la data structure et sur l'infrastructure aussi, avec les bons niveaux de monitoring qui permettent de créer cette confiance-là, côté IT, puis côté métier aussi. Dans une transformation digitale, on propose une autre lecture de la vérité. Il faut pas se tromper, quoi. La finance aujourd'hui fait son suivi des PNL via Power BI. On leur doit une forme de garantie de véracité de l'information, qui est quelque chose aussi à construire, auquel il faut faire attention. Merci beaucoup. On revient un peu toujours sur les mêmes sujets. En fait, c'est la compétence. On a, dans notre milieu, on a peu de sachants. Je disais que William était un ovni. On a des geeks chez nous. Mais ils sont assez réduits et peu. Quand je dis geek, c'est vraiment, c'est noble. Ici, c'est un mot noble. C'est un mot noble. Pour moi, vraiment, c'est un mot très noble. Donc, et c'est peu diffusé. On sent bien que les nouvelles générations ont ça. Il faut les alimenter. C'est aussi un vecteur d'attractivité. Mais en fait, on a quand même peu de diffusion de ces compétences-là. Donc ça, il va falloir qu'on en ait de plus en plus et qu'on accepte effectivement de les mettre à droite à gauche et qu'on se batte contre nous-mêmes. Et là, quand je dis nous-mêmes, on parlait tout à l'heure de la DSI, mais pas plus que les autres. La DSI, ils sont garants de la sécurité. En même temps, on leur impose, enfin, on leur dit, OK, il faut qu'on soit agile, mais attention, si on se fait hacker, si on se fait, enfin, on peut protéger nos données. Et donc, ils sont aussi un peu schizophrènes à ce niveau-là. Mais on a aussi nos contraintes normatives, la qualité. On doit assurer la traçabilité et en fait toute notre façon, notre ADN d'industriel et qui plus dans l'aéronautique pousse à pas être agile, quoi. Voilà, donc il faut qu'on se fasse violence et c'est pas que la DSI, c'est tout le monde. Et la DSI, bon, quand ils freineront, on les poussera à changer, mais non, c'est pas que la DSI, très honnêtement chez nous en tout cas, c'est tout le monde, quoi. Et pour toi, Emmanuel? Alors nous, ce qui nous freine assez notablement, c'est la volonté de la part des équipes métiers, du terrain, des supports, peu importe, à vouloir finalement digitaliser le ASIS. Ah. Et là, on est sur un sujet ultra sensible parce qu'en gros, on vient questionner, on vient prendre les irritants, etc., et on vient apporter des perspectives de solutions à créer, à développer, ou du commerce, peu importe. Et là, bah oui, c'est simple en fait. Voilà, on fait comme ça aujourd'hui, et demain, il faut que ce soit pareil en fait dans l'environnement digital. Surtout pas. Et ça, c'est très compliqué en fait à faire comprendre. Et ce temps de la discussion, il est vraiment difficile parce que c'est une remise en question des pratiques du jour. C'est pourquoi, mais nous, on a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on changerait demain? Et puis, chez Aubert Duval, en plus, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a 7 usines globalement, et c'est autant de
d'entreprises en fait, différentes, parce que l'histoire fait que ce sont des entreprises qui ont été rachetées, etc. Donc avec des environnements SI différents, des pratiques différentes, des procédures différentes, etc. Donc le jour où on met un outil, évidemment, on veut standardiser, on veut aligner les pratiques. Et quand on va voir les uns et les autres, les différents acteurs, pour essayer de converger vers une même pratique, ah oui, bien sûr, on a la volonté, mais nous, c'est pas pareil. Cette phrase, je l'ai entendue je ne sais combien de fois. T'es pas le seul. Hein. Et là, effectivement, on rentre dans des discussions interminables. On essaye de converger, on y arrive la plupart du temps, mais ça prend du temps. C'est très long, c'est extrêmement lent, et c'est ça qui nous freine aujourd'hui. J'étais un peu taquin tout à l'heure en parlant de la cybersécurité, mais ça reste un sujet extrêmement important. Alors David partageait son expérience tout à l'heure sur le tout crypté. La cybersécurité, on dit souvent que la faille la plus importante, elle se situe entre l'écran et le clavier, entre le dossier de la chaise et le clavier. Comment vous appréhendez ces aspects cyber qui doivent être l'affaire de tous dans vos organisations ? Est-ce que vous avez une politique, zéro politique ? C'est le problème de la DSI ? Pas que. Non, fais gaffe, il te regarde. Non, pas que. Bien sûr, c'est l'affaire de tous. On a dans la DSI, mais on a aussi un responsable de la sûreté, donc qui prône ça. Hein. On fait attention à notre IP au sens très large du terme. On est engagé dans le développement de AirCyber, donc qui est un peu le référent. On parlait tout à l'heure d'Aéro-Excellence, AirCyber dans notre filière. Donc voilà, on est engagé là-dedans. On a plutôt été dans les premiers. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on remette un peu de gaz là-dedans. Voilà, donc on a des outils, mais la cybersécurité. Alors techniquement, je suis pas bien placé pour en parler. Je ne suis pas du tout technique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, si ce n'est au centre, qui est toujours dans la tête de tout le monde. Mais est-ce qu'un maintenancier extérieur est capable de venir avec une clé USB et le brancher sur une de tes machines aujourd'hui ? Je vous dirais non, je crois que je mentirais, mais on n'en est pas encore là, mais c'est ce vers quoi il faut arriver. Ouais. Et toi, Emmanuel ? Enfin, je vous dirais oui, pardon. Oui, alors je dirais que la cybersécurité, c'est pas l'affaire uniquement de la DSI, hein, c'est vraiment l'affaire de tous. Et aujourd'hui, enfin, à la fois c'est une nécessité, on peut pas y couper, mais c'est aussi un ralentisseur. Pourquoi pourrait rester politiquement correct, c'est un ralentisseur, c'est clair. Il y a un certain nombre de solutions qui nous paraissent intéressantes, et puis selon la configuration de la solution, selon le type de données et le niveau de confidentialité des données, forcément, ça matche pas, et donc ça pose des difficultés techniques, voire ça peut être totalement bloquant. Et après, il y a d'autres types d'usages. Aujourd'hui, on incite, et ça fait partie d'un programme qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant, les collaborateurs à utiliser Copilot. Ouais. Pour les tâches quotidiennes, on touche les 3/4 des collaborateurs chez Aubert & Duval, on est 4300, 4500, donc ça fait du monde quand même. Donc ce sont autant de moyens mis à disposition des collaborateurs pour être plus efficaces au quotidien. Donc on a tout à y gagner. Cependant, évidemment, tout dépend de ce qu'on y met et de ce que l'on en fait. Donc là aussi, on a travaillé sur une charte éthique qu'on a partagée largement, mais après c'est aussi au bon sens de tout un chacun. On est obligé aussi de s'appuyer sur l'éthique et la capacité de chaque collaborateur à comprendre les enjeux et les risques qu'il peut y avoir derrière. Donc il y a une partie d'éducation qu'on doit mener, mais voilà, là pour le coup on ne maîtrise pas tout. Et toi William, est-ce que tu as réussi à craquer la quadrature du cercle entre vélocité et sécurité ? Alors je ne sais pas si j'ai réussi à la craquer, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, ce qui est peut-être important, c'est d'avoir une approche assez différenciée. Il y a des informations qui sont critiques, plutôt qui le sont moins. Les pointages de Jean-Paul il y a 2 ans, ça peut aller dans le cloud, et puis nourrir un reporting Power BI avec quelques règles de sécurité un peu basiques. Les plans du Rafale, on les a. Eux, ils sont dans une salle secret France et elle n'est pas connectée à Internet. Et donc, être capable de pouvoir avoir une approche par grande catégorie de données, ça donne cette flexibilité-là sur certains sujets. Pour d'autres, on sait qu'on n'arrivera pas à faire. Tout à l'heure, on parlait de cloud et de DSI. Ça se passe très bien avec la DSI aujourd'hui. Et la transformation en cours ne remet pas forcément en question toutes leurs compétences. On continue à faire des déploiements on-prem et on va même en faire plus. On va déployer des GPU chez Dassault on-prem sur du diffusion restreinte. On va réussir des compétences aujourd'hui qui sont mal utilisées. Enfin, je vois pas l'intérêt de stocker des trucs on-prem quand c'est pas d'information critique dans des domaines où là c'est pertinent. Et on arrive à trouver une bonne manière de fonctionner.
C'était pas forcément gagné. Pour convaincre les gens, on a pas mal travaillé par l'exemple. Par exemple, Orange est venu présenter leur utilisation du data lake et comment eux ont mis des données RH, donc plutôt sensibles. Et ça a levé quand même beaucoup de freins. Aujourd'hui, là, en 2025, les salaires des collaborateurs du groupe sont dans des bons workspaces, dans le data lake, et ça choque plus grand monde. Bon, une histoire de NDA pour les quelques personnes qui ont accès au workspace, parce que voilà, mais on a réussi à faire ça. On a dit au début de journée qu'on se dirait tout. Si vous deviez parler d'un de vos plus beaux échecs sur cette transformation digitale, que ce soit sur l'organisation, sur l'embarquer des équipes, sur la mise en place d'une solution ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui, surtout plus intéressant, ce que vous en avez appris en fait? T'as pas de chance, t'es en face de moi. Ouais. Du coup, je te regarde. Ça tombe sur toi encore. Des échecs, on en a plein et voilà, notre culture fait que en France, en tout cas, contrairement à la culture anglo-saxonne, c'est toujours très bien interprété. Mais on en a plein. Si je devais en retenir, en tout cas dans ce qui nous concerne aujourd'hui, je dirais c'est ce parcours, c'est pas un échec, c'est plutôt encore une fois un chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à décomplexer la data. Enfin, quand je dis décomplexer, c'est mémo, quoi, mais c'est-à-dire les mettre à disposition, qu'on puisse l'utiliser et générer vraiment ce que j'appelle la puissance derrière, c'est-à-dire avoir les vrais gains économiques, d'efficacité et tout. On a plein de briques différentes. Noté Hoplite, Fabric, alors je dis Xwatch pour piloter les machines. On a bien sûr toutes les machines qui ont du savoir. On a un ERP qui est SAP, on a un MES qui est CIMAG, on a Kelio qui gère les personnes. Enfin, on a toute une ribambelle d'applications qui sont toutes individuellement très bien. Et pour autant, quand il faut qu'on consolide une donnée, de savoir quelle est l'efficience de l'atelier de production, il faut qu'on passe par Excel. Voilà. Donc là, j'arrive à la limite de ce qui, je trouve, acceptable. Un point de vue nerveux, tu veux dire? Voilà. Donc voilà, donc c'est ça en fait. C'est ça, et voilà, donc on a des personnes qui sont très fortes, qui arrivent à le faire, mais c'est dommage, quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que ce que j'ai peut-être un peu loupé au début, là, j'ai mal identifié des personnes qui étaient vraiment clés dans l'organisation. Au sens où la CFO a un poids très très fort dans le groupe, et j'aurais dû peut-être commencer directement par elle. Ça s'appelle le carnet de chèque. Ouais, mais typiquement dès qu'on a commencé la partie reporting pour la finance et qu'on a commencé à livrer des choses automatisées, beaucoup de choses se sont simplifiées derrière. Donc voilà, il faut bien identifier les forces et les champions et les gens qu'il faut aider, même s'ils traînent un peu la patte, parce que ça va débloquer plein de choses derrière. Et après j'hérite de choses. C'est peut-être des errements du groupe, mais je pense que pendant longtemps, on a confié à des intégrateurs, à des externes, le soin de penser à notre manière de faire. Et ça, en fait, il y a personne d'autre que nous-mêmes pour les processus, pour leur modélisation, pour réinventer les processus. Tu l'as dit, hein, la transformation, c'est pas la copie de l'ancien monde dans le nouveau. Ça, vous allez trouver des intégrateurs, il y en a qui sont pas très très loin, qui peuvent vous le faire. Ça va vous coûter quelques centaines de milliers d'euros, puis vous n'aurez pas avancé. On l'a fait, donc on sait ce que c'est. On a tout jeté. Et non, c'est l'occasion de se réinventer. Et ça, il y a que nous qui pouvons le faire. Et arrête de rire, David, s'il te plaît. Et le modèle de données, c'est aussi quelque chose qui, à mon sens, il faut internaliser. Le modèle de données, d'accord. Tu peux prendre 1 minute pour expliquer aux gens parce que je pense que tu es le mieux placé ici pour... Le modèle de données, ce sont les informations dont on a besoin pour pouvoir exécuter les processus. Par exemple, on a harmonisé le processus achat. Bon, très bien, on comprend comment on veut fonctionner. Et après, on dit que pour exécuter ça, il faut un référentiel fournisseur, il faut un référentiel article. Quand vous allez déployer un PLM, il faut un référentiel pièce, nomenclature. Ces choses-là, elles doivent être discutées très en amont, parce qu'une fois qu'on a hardcodé un peu tout ça dans les outils, c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, on connaît pas encore les usages futurs, on est dans une itération agile, on sait pas de quoi demain sera fait. Donc il faut donner aussi de la flexibilité sur la couverture et le périmètre de ce modèle de données. Super intéressant. Dans les échecs récents, je vais en donner un, c'est il faut essayer aussi de sortir de la tête des équipes, des collaborateurs, que le digital peut tout faire à n'importe quel prix. Pourquoi je dis ça? C'est pas automagique? C'est pas automagique.
En fait, quand on a des métiers qui effectivement au quotidien rencontrent un grand nombre d'irritants et qu'on dit voilà, on a une solution là, paraît vachement intéressante pour adresser ces différents cas d'usage, on commence à travailler avec un partenaire et à dire voilà, on décrit les cas d'usage, etc. On fait le tour des usines pour essayer d'aligner les pratiques et tout, et puis on collecte les irritants et on collecte des spécificités locales. Le fameux nous c'est pas pareil. Et donc on rajoute et la liste s'allonge. Et s'allonge considérablement, au point qu'au bout de plusieurs mois, finalement, et parce que et là c'est un co-échec, je dirais, c'est à la fois le partenaire en question qui ne sait pas dire non, et nous, donneurs d'ordre, qui en rajoutons, en se voilant les yeux, en se disant, bah si, ça va le faire, on va charger un peu plus et ça va le faire. Et à la fin du compte, on se retrouve finalement avec un cahier des charges qui devient incohérent, c'est qu'on veut faire rentrer dans un seul et même outil un grand nombre de cas d'usage, un grand nombre de fonctionnalités, qui finalement n'ont rien à faire entre elles, enfin dans le même outil en tout cas, où ça devient un véritable brontosaure et qui devient juste indigeste. Et à la fin, ça s'est fini comme ça. C'était un constat d'échec en disant, en fait, le partenaire en question nous dit, je sais pas faire en fait. Mais au bout de 12 mois de ça, et les collaborateurs qu'on a questionnés, on a fait des tables rondes, etc. depuis autant de temps, et on leur dit, finalement, en fait, on va pas pouvoir le faire. Donc ça, c'est un vrai constat d'échec en se disant, attention, il faut quand même savoir mettre les limites dans un outil digital et de se dire, il est fait pour ça, je peux arriver à faire rentrer certaines fonctionnalités, on va dire connexes, mais attention à pas aller trop loin et pas à faire quelque chose non plus de trop complexe. Il vaut mieux, encore une fois, revenir au basique, saucissonner, découper en différentes briques macro-fonctionnelles et pouvoir adresser des sujets un peu moins compliqués, séparément. Donc voilà, warning là-dessus, et ça, clairement, on l'a vécu il y a pas très longtemps, et c'est... Alors ça a permis de repartir sur un projet différemment organisé, découpé, donc on repart de l'avant. Mais en tout cas, ça peut générer des frustrations et ça peut surtout faire perdre du temps. Je vous remercie parce que vous avez compris en début de cette table ronde, j'étais énervé parce qu'inquiet, et je suis super content de voir tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Avant de passer aux questions dans la salle, 2026, si vous avez à retenir un gros projet, un objectif, une ambition que vous voulez atteindre, sur la partie essentiellement digitale, mais digitale au service du business évidemment, ce serait quoi? Nous, c'est très clair, puisque alors j'ai fait un peu de promotion. On termine un démonstrateur avec l'application Fabric, avec de très très bons retours. Et donc nous, c'est le passage à l'échelle de Fabric. Donc François, je passerai à la fin prendre mon petit chèque pour la promotion. Mais non, sérieusement, voilà, c'est le genre d'outil en fait qui adresse vraiment des problématiques terrain, qui permet de digitaliser des pratiques qui aujourd'hui existent déjà, mais qui sont sous Excel, qui sont sous Word, ou format papier même. Et donc qui permettent après derrière de capitaliser de la donnée et d'engager de façon digitale et beaucoup mieux structurée les différents rituels que l'on a sur le terrain, que ce soit AVP, les QRQC, les audits, etc. Mais ce qui est important là derrière, c'est pas tant l'outil n'est pas la finalité, c'est vraiment les processus que l'on met en œuvre qui vont être encadrés par l'outil et qui vont permettre de garantir la bonne exécution de ces processus. Et ça, c'est notre enjeu de 2026. Alors, on a effectivement une ribambelle de périmètres fonctionnels qu'on veut atteindre, qu'on veut traiter en 2026. Mais mon vrai sujet, c'est pas un sujet de livraison, c'est un sujet organisationnel. Et c'est la greffe, en fait, de tout ce qui a été fait dans cette petite équipe Digit dans les départements existants. Comment est-ce qu'on rend les processus à la qualité pour leur amélioration continue, basée sur le BPMN, donc la modélisation standard qu'on a. Tu te vis comme un incubateur et tu dois rendre ensuite. Oui. Ouais. On veut surtout pas avoir un village gaulois avec l'équipe Digit et puis les quelques early adopters qu'on adore, qui sont super et dont certains sont là, mais qui ça reste cantonné à 25% du groupe et qui est tout un autre monde qui continue à végéter au fin fond de l'Australie, l'Inde ou le Canada. On a un gros étalement géographique, c'est compliqué de tout suivre. Donc c'est comment est-ce qu'on rend la partie processus, ou en tout cas comment on la partage avec la qualité, comment est-ce qu'on rend les outils à l'IT, peut-être que nous on garde la partie IA parce que c'est la plus fun. Donc pour 2026, c'est dans ce pilier de digitalisation qui, encore une fois, est un axe stratégique pour nous. Arriver à mettre en place justement une organisation, pas rigide, donc on en est là, qui permette de gérer la data, la gouvernance de la donnée, qu'on harmonise, qu'on se prépare à ça. En fait, c'est comment on veut structurer, harmoniser et piloter ce sujet-là de data gouvernance au sein de Nexteam.
Voilà. Donc pour moi, c'est la chose à faire. C'est les fondations, c'est-à-dire reprendre un peu revenir à la base, chose qu'on a visiblement un peu ratée au début et qu'il faut qu'on fasse. Enfin, raté ou pas. Vous avez eu le bon goût de vous lancer et c'est déjà exceptionnel. On a au moins fait fabrique, non. Mais je passerai chercher le chèque aussi. Putain, François, ça va te coûter une blinde cette conférence. On l'a aussi. C'était gratuit. Je vais prendre quelques questions dans la salle. Je suis sûr que vos pairs ont des questions, des interrogations et souhaitent bénéficier de vos retours d'expérience. Bonjour, Thierry Lamoureux. Petite question concernant la transformation par rapport au métier. Vous l'avez dit à peu près tous, les métiers ont du mal à être disponibles et veulent faire du as-is. Moi, j'ai mes petites façons de faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir votre retour. Quelles sont les choses que vous avez mis en place pour faciliter l'évolution des métiers dans vos structures ? Alors sur des sujets strictement digitaux, parce que je donnerai un exemple après sur la partie robot de moulage théopéré qui est encore un autre axe, mais sur les sujets digitaux, on a pris en fait, ou ce qu'on fait encore, on prend des référents métiers de chaque site, puisqu'il y a vraiment une volonté aussi de travailler en multisite et de converger, et on fait en sorte de leur demander d'expliquer quelle est selon eux la valeur ajoutée de chacune des tâches ou de chacun des sous-processus qu'ils appliquent aujourd'hui. C'est quoi la raison d'être de cette façon de faire ? Mais vraiment en découpant à chaque fois, pour bien comprendre ce qu'il y a derrière, parce que souvent on se rend compte finalement qu'une action, une tâche donnée, elle est là parce qu'en fait elle vient pallier une autre problématique qu'il y a derrière, et que l'on peut peut-être adresser par ce même sujet ou par un autre. Ou peut-être que par le fait de mettre en place des solutions digitales, cette problématique-là n'existera plus. Donc en fait, c'est ça qu'on essaye vraiment de mettre en perspective. Ça permet déjà de se questionner sur le fondement même de chacune de ces tâches, parce que des fois il y a des choses historiques, on ne sait même plus pourquoi elles sont là, donc plus personne ne s'en rappelle. Donc on a toujours fait comme ça, voilà. Et par contre, d'autres, il y avait de réelles raisons derrière. Hein. Donc on essaie vraiment de les mettre à plat, parce que certains ont essayé de le faire un peu au forceps au départ. Hein, évidemment, ça marche pas. Donc il y a vraiment une approche très pragmatique en fait de comprendre le pourquoi de chacune de ces façons de faire de manière assez détaillée, mais en mettant dans la même pièce finalement les référents métiers de chacun des sites. Donc ça permet, parce que moi personnellement, sur un certain nombre de sujets, j'ai aucune légitimité et aucune raison de savoir dire est-ce que vous avez raison de faire comme ci ou comme ça. Donc il faut vraiment mettre les gens des métiers concernés entre eux et des différents sites, et pour leur dire, sachant que par contre là où on a une vraie valeur ajoutée nous, c'est leur dire le pourquoi et les raisons, les arguments de converger. Pourquoi il y a cette nécessité de vouloir converger. Ça, ils le comprennent quand même globalement. Donc après, c'est un cheminement. Il faut juste par contre accorder du temps pour faire ça. Et l'autre aspect, c'est la partie robot de meulage. Donc là, on est vraiment sur de la pratique, opérationnelle, stricte. Et là, c'est de l'apprentissage, c'est de la formation, c'est aussi les avoir embarqués dès le départ dans les phases de prototypage. Donc le système, il a été conçu avec eux, pour eux. Donc là, ça, pour le coup, ça a très très bien fonctionné. Merci. Un peu à l'image, hein, on a dans le développement des moyens industriels ou même des moyens de support type fabrique, on revient encore à ça, mais donc on a beaucoup opéré par POC. On a fait un cas d'essai, donc on a un central alors le besoin vient souvent des opérationnels, des métiers. On fait un POC et après on le déploie. Et c'est aussi l'occasion pour l'améliorer et quelquefois même on y revient. Hein. On a une base, on avait démarré justement, si je reste sur le cas de fabrique, où il y a quelques années maintenant qu'on avait fait les premiers. On l'avait déployé plutôt pour l'outil pilotage, et puis qu'on a voulu le déployer aux autres, on s'est dit ouais mais on n'avait pas pensé on y a pensé mais on l'avait pas fait au process quoi. Et donc du coup quand on voulait remonter, recentraliser et donner de la pertinence au niveau groupe, c'était plus compliqué. Donc là du coup on a refait une deuxième passe, donc principe d'amélioration continue, on a refait une deuxième passe et on a
on a rebalayé tout ça avec des process, les fameux SQCD, MP dans la production, pareil sur la supply chain, sur la qualité. Et aujourd'hui, on a tous nos sites, on a les 20 sites qui sont sous fabrique avec des niveaux 1, 2, 3, 4, et avec les process qui sont consolidables au niveau du groupe. Donc ça, voilà, c'est à titre d'exemple. Voilà. Mais pour les choses plus industrielles, on le fait aussi en POC, et puis après, on essaye, via un comité digital, de le polliniser dans les autres sites, si c'était applicable. Question ? Attention, c'est le boss qui parle. Jean-Philippe Ollier, Michelin, je voulais savoir si vous aviez quantifié ce que pouvait vous rapporter une transformation 4.0. Non. Je vais faire beaucoup plus long, non. Je pense qu'on peut avoir des réponses différentes selon les domaines. Pour la partie fonction transverse, j'ai toujours refusé de faire du ROI. D'abord, parce que je pense que c'est un acte de foi de faire cette transformation, mais en fait, c'est même pas un acte de foi, c'est une question de survie. La manière dont on modifie, la manière de fonctionner des RH, de la finance, etc. Il faut évoluer, sinon on n'arrive même plus à trouver des collaborateurs. Bon, j'ai spécifiquement refusé de faire des ROI parce que dès qu'on fait un ROI, on retombe sur des réductions de personnel. Et je passe suffisamment de temps pour pas essayer de faire en sorte que la vie soit sympa, pour pas être associé à un plan de licenciement. En revanche, dans les métiers, comme on a la data historique, lorsqu'on parle du traitement des non-conformités, lorsqu'on parle de la maintenance prédictive, là, on peut faire peut-être pas des ROI, mais plutôt des business plans qui permettent de mettre en phase de développement au coût maîtrisé, parce qu'on internalise beaucoup de choses, on utilise beaucoup de solutions open source, on essaie de tailler au plus juste. On essaie de travailler en cycle, on a des sprints de 3 semaines, c'est assez resserré pour pas partir dans les ronces trop vite. Là, on crée des business plans qui justifient des investissements dès que ça dépasse 20 000 euros. Un autre truc que je peux rajouter sur la manière dont on a inversé un peu la tendance, c'est pas SoGeclair, c'est pas open bar, hein, mais on a un budget central pour la digit. Et lorsqu'il s'agit par exemple d'essayer un nouvel applicatif, je prends les licences et elles sont refacturées à tout le monde. Par exemple, lorsqu'on déploie Jira, ça fait tâche vue, ça se déploie très vite, parce que du point de vue des utilisateurs finaux, quelque part, il n'y a pas de processus d'approval. On peut tester assez rapidement les choses. Après, on rentre l'année suivante dans les budgets IT, etc. Mais on essaie de gommer au maximum en fait tous les freins qui permettraient de tester de nouvelles choses. D'autres questions ? Vous avez le choix entre faire 3 fois 2 mois de pilote ou un cahier des charges de 6 mois, vous prenez quoi ? Le mode POC, phase pilote, démonstrateur, on l'appelle comme on veut, ou exploratoire, je valide à fond. Je pense qu'il faut vraiment se donner la possibilité d'explorer et se donner aussi la possibilité de ne pas aboutir au sens de dire la phase exploratoire ou le pilote, finalement, il ne va pas pour X raison ou il ne nous convient pas pour X raison, et de se donner la possibilité d'aller tester autre chose. Je veux dire, la condition de succès est importante, mais elle n'est pas exclusive. Et ça, il faut se l'autoriser. On parle beaucoup d'agile depuis tout à l'heure. Là. La méthode agile, dans les années 80, c'est l'extreme programming, ça a été inventé par IBM pour les projets IT. Alors c'est rigolo, alors on réutilise aujourd'hui ces choses-là. Notre orga, c'est Scale Agile, c'est une équipe agile à l'échelle avec une capacité à pouvoir trier des sujets qui viennent de domaines différents, mais on fonctionne selon ce mode itératif. Alors on n'arrive pas à avoir des sprints de 2 semaines ultra cadencés, mais ils font 3 semaines. Voilà. Non, même réponse. Bien sûr que sur les briques techno, il faut qu'on avance rapidement. Après, on a des sujets un peu plus structurants, et je pense notamment à un ERP et un MES qu'on a déployé. Là, on s'est pas lancé un matin en disant on va faire un MES ou implanter un ERP sur tout le groupe. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs niveaux de décision. De la même façon, quand je répondais non sur le 4.0, le 4.0, non, on n'a pas fait un ROI sur le le fameux pilier de digitalisation, mais à une échelle une granulométrie un peu plus basse, on se pose des questions évidemment économiques, qui est quelquefois à l'encontre de l'agilité. Est-ce qu'il reste une dernière question ? Plus de questions ? Ashok, tu vas reprendre la main. Messieurs, je vous remercie énormément. On vous applaudit très fort.